Je voulais vous parler aujourd'hui du top 10 des super aliments digestifs. Avant de commencer, je voulais aussi vous expliquer pourquoi les problèmes digestifs sont à la hausse et vous dire à quoi ressemble un intestin sain. Mais avant de commencer cette présentation, je vais vous demander de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de cliquer sur la clochette, ainsi vous ne raterez aucun des prochains épisodes. Donc, les problèmes digestifs sont à la hausse, en effet, parce qu'on sait par exemple qu'un Français sur deux est confronté à des problèmes de transit et de digestion. Selon un sondage IFOP, 48% des Français interrogés disent souffrir d'au moins un type de trouble digestif. Souvent banalisés, les troubles digestifs de l'estomac ou troubles liés à l'intestin provoquent des douleurs parfois très intenses. Ponctuels, réguliers ou chroniques, ces troubles se manifestent par différents symptômes tels que les ballonnements, les flatulences, les crampes ou brûlures, les nausées et les éructations. Il faut savoir, comme je le disais dans les précédentes vidéos, qu'un intestin sain est nécessaire pour une bonne digestion et une bonne absorption des nutriments. Une bonne absorption des nutriments, cela veut dire une bonne santé, en général. Donc les problèmes de santé, comme je le disais, sont à la hausse. Selon une enquête de 2018, environ 61% des Américains ont ressenti au moins un symptôme gastro-intestinal indésirable au cours de la semaine qui a précédé l'enquête. Donc, des troubles intestinaux tels que les brûlures d'estomac, les douleurs abdominales, les diarrhées et constipations et le syndrome du côlon irritable. Il faut savoir à ce sujet que le syndrome du côlon irritable est caractérisé par un dysfonctionnement récurrent du système gastro-intestinal et il est désormais la cause la plus fréquente des absences de travail. Donc, sachons qu'il affecte 10 à 15% des personnes dans le monde. La digestion des aliments ne devrait pas être aussi pénible, mais si votre intestin ne fonctionne pas de manière optimale, votre digestion ne le sera pas non plus. Un intestin sain est nécessaire pour une bonne digestion et une bonne absorption des nutriments. Bien que nous ayons beaucoup à apprendre sur l'intestin et en particulier sur le microbiote intestinal, nous savons au moins ça. À quoi ressemble un intestin sain ? Un intestin sain, il va présenter les caractéristiques suivantes. Donc il va y avoir une intégrité de la muqueuse intestinale. On sait que les jonctions étroites, comme on dit serrées en naturopathie, vous entendrez souvent parler des jonctions serrées. Et en fait, on parle de ces jonctions étroites entre les cellules épithéliales qui empêchent les grosses molécules de protéines et d'autres substances étrangères de pénétrer dans la circulation sanguine. Nous avons vu aussi dans les épisodes précédents que lorsque ces substances étrangères entraient dans la circulation sanguine, elles déclenchaient bien souvent l'auto-immunité. C'est pour ça que je dis que 98% des maladies auto-immunes sont d'origine intestinale. Le deuxième point, c'est la couche de mucus robuste. Il faut une couche de mucus robuste parce qu'une couche de mucus visqueux, regorgeant de micro-organismes, d'enzymes et de cellules immunitaires, empêche les protéines d'atteindre la muqueuse intestinale en premier lieu. Le troisième point, c'est la diversité microbienne. Des microbes diversifiés et abondants aident à maintenir la motilité gastro-intestinale, autrement connue comme péristaltisme. J'avais parlé de ça dans la vidéo précédente. Ce mouvement péristaltique, il aide à soutenir l'intégrité de la barrière intestinale, à synthétiser des vitamines essentielles comme la vitamine B12 et la vitamine K2 et plus encore. On sait aussi que bien souvent la vitamine B12 passe sous les radars dans la médecine conventionnelle, alors qu'elle est souvent la cause de nombreux troubles. Donc, le dernier point, c'est l'acide gastrique adéquat. Ça aussi, c'est un des points que néglige beaucoup la médecine conventionnelle. J'en veux pour preuve le fait qu'ils donnent des IPP. Les IPP, ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons. Et en fait, on sait très bien que ces médicaments abaissent l'acidité gastrique. Et quand on abaisse l'acidité gastrique, on s'ouvre à d'énormes problèmes. Donc, l'acide gastrique facilite la digestion et elle aide à prévenir les infections pathogènes. L'estomac est un drôle d'organe. Tous les jours, cette poche de Guingua, comme on les appelle, elle produit environ 1,5 litre d'acide chlorhydrique, très concentré. De quoi maintenir un pH. La mesure du pH, en fait, plus un pH est faible et plus une solution va être acide. Donc la mesure du pH de l'estomac, elle se situe entre 1 et 3. Cette acidité, elle élimine une grande partie des agents infectieux que l'on ingère avec les aliments sans pour autant attaquer les cellules de l'estomac lui-même.
Donc, l'estomac se protège en fait de ces attaques acides car il fabrique également un mucus qui le protège. Donc, une acidité élevée est aussi importante pour la digestion, comme je l'ai expliqué. Elle décompose les aliments tout en stimulant l'activité des enzymes digestives. Un point très important. Passons aux 10 des superaliments, 10 des superaliments digestifs, sachant que la liste n'est pas exhaustive et que vous pourrez trouver certainement d'autres aliments, mais je ne pouvais pas aller plus au-delà de 10, sinon la vidéo, il faudrait qu'elle fasse 2 jours. Donc en fait voilà, je suis en général pas du genre à utiliser des termes sensationnels comme super aliment, bien que l'allégation d'aliments de santé pour ces aliments que je vais ces aliments que je vais vous citer peuvent être basés sur une certaine quantité de vérité. Mais en fait je pense que le battage médiatique des super aliments, il a vu le jour lorsque nous avons commencé à manger des frankenfood. Les frankenfood, c'est un mélange de Frankenstein et de food, aliments. Donc en fait, c'est des aliments transformés et que c'est dès qu'on a commencé à manger ce type d'alimentation qu'on a oublié ce qu'était la vraie nourriture en fait. Et les vrais aliments ont toujours été les vrais super aliments en fait. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une alimentation saine avec une haute densité nutritive, c'est déjà ça le super aliment. Donc voilà, si vous suivez un modèle de régime paléo, par exemple, et que vous mangez une variété d'aliments avec une grosse concentration de micronutriments, donc des aliments entiers, bénéfiques et riches en nutriments, vous allez voir que vous ne rencontrerez pas les mêmes problèmes digestifs que quelqu'un qui mange, par exemple, une diète américaine. Donc, vous pouvez envisager d'inclure intentionnellement certains des super aliments digestifs que je vais vous proposer. Donc voilà, je me propose de commencer avec le bouillon d'os. Donc le bouillon d'os, vous entendrez souvent parler du bouillon d'os sur mon site ou par moi-même sur les vidéos, car je considère que c'était un aliment qui était utilisé d'antan par nos grands-parents, et il était aussi utilisé comme un aliment médicinal dans presque toutes les cultures, y compris la nôtre. Donc on se souvient tous de la mamie ou du papy qui nous donne le bouillon d'os ou le bouillon de poulet pendant qu'on est malade pour nous faire récupérer. Donc le bouillon d'os est un aliment à base il est à la base du régime paléo. Les gens qui suivent ce régime sont familiers avec ce bouillon. Et aussi les gens qui utilisent le protocole GAPS. Un protocole de guérison de l'intestin qui a été inventé par le docteur Natasha Campbell McBride. Elle a écrit en 2004 un livre dédié au régime GAPS, qui est une alimentation qui permet de rééquilibrer la flore intestinale et de soigner les parois de l'intestin devenues irritées. Donc le bouillon d'os est riche en glycine, un acide aminé qui équilibre notre acide aminé, la méthionine, présent dans les viandes musculaires, dans le jaune d'œuf, entre autres. La glycine, elle aide à stimuler la production d'acide gastrique, elle aide à protéger contre les ulcères gastriques, elle aide à sceller la muqueuse intestinale et à réduire la prolifération de microbes nocifs. La glutamine, qui est un autre acide aminé dans le bouillon d'os, aide à maintenir l'intégrité de la muqueuse intestinale et de la barrière intestinale. Enfin, la gélatine contenue dans le bouillon d'os aide à attirer le liquide dans l'intestin, ce qui peut améliorer la motilité intestinale et favoriser des selles saines. Il peut également réduire l'inflammation due aux lipopolysaccharides, donc les LPS pour faire plus simple, qui sont libérés lorsque de grosses protéines passent à travers un intestin qui fuit vers la circulation sanguine. Donc le deuxième super aliment dont je vais vous parler, c'est la viande sur l'os. Toujours pour les mêmes caractéristiques que pour le bouillon d'os. La viande sur os est un super aliment digestif pour les mêmes raisons que le bouillon d'os. Les tissus conjonctifs qu'il contient sont riches en collagène, glycine, glutamine, qui sont bons pour la fonction digestive, l'humeur et la santé des articulations. En prime, ces réductions ont tendance à être moins chères. Donc ce genre de viande, en général, ils sont beaucoup moins chers que la viande classique. Le troisième super aliment, c'est la choucroute et le kimchi. Les aliments fermentés naturellement probiotiques, comme la choucroute, le kimchi, contiennent des micro-organismes qui confèrent des avantages pour la santé lorsqu'ils sont consommés.
Les aliments fermentés sont à l'origine un moyen pour nos ancêtres de conserver les aliments avant la mise en conserve et la réfrigération. Le processus de fermentation élimine les antinutriments comme l'acide phytique qui peuvent réduire la disponibilité des nutriments dans de nombreux aliments végétaux. Donc les espèces bactériennes présentes dans les aliments fermentés sont souvent abondantes et diverses. Par exemple, les scientifiques ont trouvé 28 souches bactériennes différentes dans la choucroute. Impressionnant. Il a été démontré que la consommation de kimchi augmente certaines bactéries saines qui produisent des acides gras anti-inflammatoires à chaîne courte. Le quatrième aliment, c'est le kéfir. Le kéfir est une boisson probiotique fermentée. Pour fabriquer du kéfir probiotique, une collection de levures fermentantes, de bactéries, de protéines, de lipides et de sucre, appelées ensemble graines de kéfir, est ajoutée au lait. Ou même au lait de coco ou à l'eau pour ceux d'entre vous qui ne supportent pas le lait. Donc les bienfaits intestinaux digestifs du kéfir sont assez bien étudiés. Il a été démontré que les espèces bactériennes et de levures qu'il contient ont des propriétés antifongiques et antibactériennes. Plusieurs de ces souches bactériennes peuvent réguler la réponse inflammatoire des cellules intestinales avec un potentiel de traitement de la colite. Un essai contrôlé randomisé a démontré que la consommation quotidienne de kéfir aidait à éradiquer l'Helicobacter pylori, l'agent pathogène responsable des ulcères d'estomac. Il peut le réduire en 2 semaines. Dans les études chez les rats et chez l'homme non randomisées, il a été démontré que le kéfir aide à soulager la constipation. Donc voilà. Le 5e aliment, ce sera le kombucha. Le kombucha est une autre boisson fermentée. Elle est fabriquée en ajoutant une culture de démarrage de bactéries et de levures, appelée ensemble SCOBY. C'est un ensemble de champignons qui fera naître votre belle boisson pétillante, pour ceux qui savent le faire. Et donc, on rajoute ces bactéries à du lait, à du thé ou du thé noir ou du thé vert, selon les goûts, avec du sucre et en lui permettant de fermenter. Donc, bien qu'aucune étude humaine contrôlée n'ait démontré les avantages digestifs, le kombucha a des propriétés antimicrobiennes et il a été démontré qu'il guérit les ulcères d'estomac chez la souris. Donc une note supplémentaire par rapport aux gélules probiotiques, la plupart des preuves scientifiques indiquent que la prise de probiotiques à long terme n'augmente pas réellement les niveaux bactéries bénéfiques dans l'intestin. Tant que vous continuez à les prendre, vous aurez une augmentation transitoire des bonnes bactéries, mais étant donné que votre corps a 100 000 milliards de micro-organismes dans l'intestin et que les probiotiques les plus puissants contiennent des milliards ou des centaines de milliards, un probiotique pilule, en pilule ou en gélule, c'est une simple goutte d'eau au milieu de tout ça. Donc cependant, cela ne veut pas dire que les probiotiques n'ont pas de rôle dans la digestion dans la gestion de la digestion et de la santé intestinale. On pense que le mécanisme par lequel les probiotiques confèrent les avantages est davantage un rôle immunomodulateur, qui est toujours important, hein, et peut-être significatif. Mais bon, voilà, c'était juste pour le préciser. C'est pas, je veux dire, c'est à ce niveau-là que ça va se jouer vraiment. C'est pas au niveau de la quantité que vous alliez apporter, parce que ça représente une quantité infime. Donc la deuxième partie, c'était les preuves indiquent que ce sont des métabolites dérivés de la fermentation plutôt que les espèces bactériennes elles-mêmes qui peuvent conduire à des résultats positifs. Donc voilà. Les probiotiques ont aidé beaucoup de mes patients, je sais que je les préconise, et en particulier ceux qui ont des problèmes digestifs. Lorsque je recommande un supplément probiotique, en général, je suggère les produits de mon ami Gilbert Gomez de ketosana.com. Le 6e super aliment, ça va être un mélange de plantes non féculentes et féculentes. En fait, des plantes féculentes et non féculentes. Manger une grande variété de plantes non féculentes et féculentes peut être bénéfique pour la flore intestinale. Les plantes féculentes comme les plantains, les tubercules, les carottes et les courges sont riches en fibres solubles qui nourrissent votre flore intestinale et peuvent avoir des effets anti-inflammatoires. Certains légumes non féculents, comme les légumes feuilles, sont riches en fibres insolubles. Les fibres insolubles ne se dissolvent pas dans l'eau et agissent comme un agent gonflant. On dit qu'ils sont mucilage. Donc pour aider, en fait, ils peuvent
favoriser des selles saines, les gens qui ont de la constipation. Moi, en général, je préfère pas le préconiser parce que surtout quand on a des hémorroïdes, ça peut poser problème. Donc, manger des aliments qui contiennent des fibres insolubles peut vous aider à rester régulier donc dans le transit. Mais il y a aussi, comme je le dis, une mise en garde. Bien que les fibres solubles puissent être apaisantes pour l'intestin, je ne recommande pas de consommer de grandes quantités de fibres insolubles lorsque vos intestins sont inflammés ou lorsque vous avez des hémorroïdes. Le septième super aliment, c'est les pommes de terre cuites et refroidies. Donc les pommes de terre cuites et refroidies sont pleines d'amidon résistant, un type spécifique de fibres insolubles qui passent à travers l'intestin grêle pour être facilement fermentées dans le gros intestin et le côlon. Plus précisément, l'amidon résistant va nourrir les types de bactéries qui produisent des AGCC, comme la butyrate, la source d'énergie préférée pour les cellules tapissant le côlon. Les AGCC stimulent également la production de cellules immunitaires. Si vous ne pouvez pas avoir de morels comme les pommes de terre, la fécule de pommes de terre, à partir de très petites quantités, peut souvent être toléré. Donc d'autres sources d'amidon résistants comprennent le plantain vert et le riz blanc cuit et refroidi. Le huitième super aliment, ce sera le miel cru. Le miel cru peut réduire l'inflammation gastro-intestinale, entre autres avantages impressionnants pour la santé. Dans les modèles animaux, il a été démontré que le miel peut prévenir et guérir les ulcères gastriques, réduire l'inflammation liée à la colite, aussi efficacement que les stéroïdes. Le miel semble abaisser les taux sanguins prostaglandines, qui jouent un rôle important dans la réponse inflammatoire du corps. Et le neuvième aliment, en fait, ça va être le gingembre. La médecine orientale utilise le gingembre pour la digestion et les nausées depuis des siècles. Comme d'autres dans la famille des herbes amères, le gingembre aide à la vidange gastrique en stimulant la production d'acide gastrique. Le gingembre peut également aider à prévenir les ulcères gastriques. Un mot d'avertissement, les plantes médicinales, y compris le gingembre, peuvent être très puissants et ne doivent pas être consommés en excès. Donc il faut savoir les utiliser et les utiliser en cure, comme j'aime le préconiser. Le dixième et dernier aliment, c'est le café ou le thé. Donc l'acide chlorogénique présent dans le café, il nourrit les bactéries productrices de SCFA dans le côlon. Le café vous aide également à rester régulier en augmentant la motilité du côlon. Dans une petite étude, le café a aidé à rétablir la fonction intestinale après une chirurgie colorectale. Si vous êtes sensible à la caféine ou si vous n'aimez tout simplement pas le café, le thé a également des avantages digestifs. Plusieurs composés phytochimiques du thé ont des propriétés antibactériennes, antifongiques, qui aident à empêcher les agents pathogènes d'habiter l'intestin. Donc je vais vous donner on vient de terminer les 10 aliments, je vais vous donner plus de conseils sur l'alimentation pour la santé intestinale. Si vous souhaitez améliorer votre santé intestinale, je vous recommande d'éviter les cavaliers de l'apocalypse, comme je les appelle. Le sucre raffiné, les farines blanches, les huiles de graines industrielles, l'excès d'alcool et le lait de type A1. Donc que vous essayez d'atténuer un problème digestif ou d'en éviter un, personnaliser votre alimentation en fonction de vos objectifs de santé peut être un processus compliqué à faire tout seul. Un praticien de médecine fonctionnelle est une bonne option de soutien. Tout comme un coach de santé formé à la perspective fonctionnelle et ancestrale, les éducateurs de santé peuvent venir en aide et vous proposer un soutien non négligeable pour combattre ce genre de pathologie. Les étudiants du programme formation Innov Naturopathie ont une formation santé fonctionnelle et en nutrition. Les éducateurs de santé sont des experts de changement de comportement. Ils comprennent comment et pourquoi les gens modifient leur alimentation et leur mode de vie et ils utilisent ces connaissances pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de santé. Les coachs de santé gagnent leur vie en aidant les gens à changer. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur innovnaturopathie.com et nous demander des renseignements. On se fera un plaisir de vous renseigner là-dessus. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et à vous dire à la prochaine fois. Merci, au revoir.